Des écoles internationales, chinoises, japonaises, suédoises, connaissent un grand succès à Paris. Que peuvent-elles nous apprendre? On en parle avec nos invités. David Pechou, vous êtes directeur général de l'école internationale Tsui Lin. J'espère que je le prononce bien. C'est correct. Voilà, c'est une école chinoise, comme son nom l'indique, qui est à Paris. Antoine Delettre, vous êtes directeur de l'International School of Paris, désolé Bonjour. pour l'accent, l'ISP, voilà, une école internationale, hein, tout pays confondu, ça, voilà. uniquement Le en monde anglais. entier. Vous nous expliquerez un petit peu comment ça fonctionne dans le 16e arrondissement. Et Maria Nilsson, présidente du conseil d'administration de l'école suédoise de Paris. Bonjour. Et vous êtes dans le 17e arrondissement. C'est ça. Voilà, on va parler aujourd'hui de toutes ces écoles étrangères et bilingues internationales qui fleurissent dans la capitale. Paul-Henri Ouellet, pourquoi Paris accueille autant d'écoles étrangères? Bien, tout simplement parce que Paris étant une capitale internationale, la ville accueille beaucoup de diplomates, de cadres étrangers et qui souvent ont besoin, ont l'envie que leurs élèves, leurs enfants, puissent suivre un programme en langue, dans leur langue d'origine. Donc ça a créé une forte demande pour des établissements bilingues d'une part, ou pour des établissements en langue étrangère qui suivent du coup des programmes étrangers. Parmi ces écoles, donc, vous l'avez dit, on retrouve des formations qui viennent d'un peu partout dans le monde. On a beaucoup de formations anglophones, canadiennes, américaines, britanniques, mais on retrouve des écoles chinoises comme la vôtre, des écoles suédoises, des écoles coréennes, italiennes. On est allé visiter une école japonaise il y a peu de temps. Mais alors, je précise, ce ne sont pas des sections internationales, ce sont vraiment des écoles entièrement dans la langue du pays. Est-ce qu'il y a aussi des Français qui vont dans ces écoles? Oui, on en retrouve de plus en plus. Et en fait, souvent, ce sont du coup des parents français qui choisissent d'inscrire leurs enfants dans ces écoles parce qu'ils cherchent à leur procurer une ouverture internationale, à leur permettre d'accéder à une pédagogie qui est souvent différente du système classique français, à leur permettre évidemment d'avoir de meilleures compétences linguistiques, mais aussi parfois à les préparer à intégrer des universités étrangères, donc à l'international. Quel statut ont ces écoles? Ce ne sont pas des écoles publiques, j'imagine? Non, la plupart du temps, ce sont des écoles privées. Beaucoup sont d'ailleurs des écoles privées hors contrat, même si on retrouve quelques écoles privées sous contrat. Il y a un certain nombre d'écoles qui sont uniquement des écoles primaires, mais on en retrouve également un certain nombre qui vont également jusqu'au lycée. Il y a parmi ces écoles donc deux types, je le disais tout à l'heure, une partie qui suivent des programmes étrangers et d'autres qui vont enseigner en langue anglaise, en langue étrangère, mais le programme français. Et qui, du coup, c'est notamment le cas des écoles sous contrat et qui préparent au bac et au brevet. Alors oui, le prix, j'imagine, c'est pas le même prix qu'une une école publique. Hein. Du côté des tarifs, on trouve à peu près tout. Ça va de quelques centaines d'euros par mois pour les écoles les moins chères et ça va jusqu'à des dizaines de milliers d'euros pour un cursus complet dans certaines écoles hors contrat, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que c'est... sur ces écoles, est-ce que ces écoles ont des points communs, ces écoles étrangères? Oui, d'une manière générale, on retrouve souvent une forte importance qui est accordée à la participation des élèves. On donne plus d'autonomie aux élèves que dans le système français. On enseigne aussi dans des classes avec des effectifs réduits. C'est notamment la chance qu'on peut avoir quand on est une école hors contrat, donc avec un peu plus de moyens. On retrouve aussi, et notamment dans les écoles anglo-saxonnes, beaucoup d'uniformes, hein, ce qui est une tradition là-bas et qui permet de gommer, aussi, hein, pas chez vous apparemment, mais qui permet de gommer les différences sociales. Et d'une manière générale, un point commun aussi, c'est que ce sont souvent des écoles qui ont de bons résultats et qui permettent aux élèves ensuite de rejoindre des formations assez prestigieuses en France ou à l'international. Alors Maria Nilsson, vous dirigez l'école suédoise de Paris. À qui s'adresse votre école? Alors j'imagine aux Suédois de Paris, mais est-ce que ça s'adresse aussi à des familles françaises? Et puis quelle est la particularité de votre école? Donc c'est surtout des familles suédoises qui sont à Paris pendant quelques temps, plus longtemps ou plus court. Personnellement, j'ai eu mes enfants dans cette école pendant toute leur scolarité en fait.
Après, on a quelques familles françaises, notamment dans la maternelle, qui vient à la découverte de la pédagogie suédoise quelque part pour la maternelle, et on fait une moitié de la journée à l'extérieur, au Parc Monceau. Ah oui. Donc les familles françaises découvrent l'école suédoise en se promenant au Parc Monceau. C'est ça, c'est ça. Après, une fois qu'il arrive en dehors, au-delà de la maternelle, ça devient plus compliqué parce que tout le cursus est fait en suédois, forcément. Oui, c'est pas facile d'avoir un enfant qui fait toute sa scolarité en suédois, une langue qu'on ne parle pas forcément. Voilà, exactement. Pour les devoirs, ça devient un peu compliqué, effectivement. Donc après, et vous allez vous préparez quel diplôme à la fin? C'est un diplôme bac suédois, donc on a jusqu'au lycée, donc de 3 ans jusqu'au lycée. Quelle est la particularité de la pédagogie à la suédoise, pour la maternelle par exemple? C'est vraiment d'apprendre en faisant. Ça ressemble un peu à Montessori, je dirais. On manipule donc les feuilles, etc. dans le parc. On compte les cailloux. Et c'est beaucoup en jouant à cet âge-là. Après, je pense que la pédagogie suédoise, on en parle de temps en temps, c'est vraiment, on veut stimuler la curiosité à apprendre. C'est pas du apprendre par cœur, c'est vraiment avoir la curiosité d'apprendre et de travailler en équipe, forcément, hein, ça fait partie de cette éducation. Moi, je pense que en tout cas, les familles françaises y trouvent leur intérêt. Oui. Oui. Combien ça coûte une année à l'école suédoise de Paris? Ça dépend des âges, mais entre 10 000 jusqu'à 15 000 pour les lycéens. D'accord, ils acceptent de faire cet effort. Oui. Vous êtes soutenu par le gouvernement suédois? Certains élèves sont soutenus par le gouvernement si on répond à certains critères, notamment des diplomates, par exemple. Typiquement, certaines catégories des gens peuvent être soutenus. David Péchou, vous dirigez une école un petit peu particulière. Une école, alors moi je l'ai trouvée un peu par hasard, c'est une école chinoise, mais qui n'a pas de lien avec le gouvernement chinois, c'est ça? Qui n'a aucun lien ni avec l'ambassade de Chine en France. Qu'est-ce qui vous a pris de créer une école chinoise en plein Paris? J'ai créé cette école avec un couple franco-chinois dont c'est la vision depuis un certain nombre d'années. Un monsieur qui est d'origine chinoise et une dame qui est française. Donc, ils sont mari et femme. Elle était agrégée de chinois, enseignante à la Sorbonne, lui a fait toute sa carrière entre la France et la Chine. Il parle magnifiquement bien français. Et ils ont eu 4 enfants, donc de ce couple franco-chinois, dont ils n'ont jamais réussi à 100%, autant qu'ils le souhaitaient, à en faire des enfants parfaitement bilingues. Et donc ils en ont conclu que la seule manière d'être parfaitement bilingue, c'est d'apprendre les langues en question à l'école. Il n'y a pas d'école chinoise comme l'école suédoise de Paris, par exemple? Alors nous, quand on a monté cette école-là, on a beaucoup cherché. Et pour autant qu'on ait cherché, on est la seule école bilingue franco-chinoise. J'en ai pas trouvé d'autres que la vôtre, j'avoue, voilà. C'est pour ça. Alors, il y en a une à Londres, il y en a une à Hambourg, il y en a une à Padoue, en Italie. Donc on doit être 3 ou 4 sur le territoire européen. Pourtant, l'éducation à la chinoise obtient des résultats assez exceptionnels. Donc ça pourrait intéresser aussi des Français. Bien sûr. Alors parfois avec un prix qui est discutable. Mais effectivement, ce qui rend notre école un peu spécifique, c'est le volume de chinois. Parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a un certain nombre d'écoles dans lesquelles on enseigne le chinois en France. Oui, l'émission, il y a beaucoup de lycées avec des sections internationales à Paris, hein, donc ce n'était pas l'objet de l'émission, mais en effet. Ce qui rend notre école un peu particulière, c'est justement le volume. Combien d'heures? Puisqu'on est à parité horaire entre le français et le chinois. Donc en maternelle, on a 27 heures, dont 13h30 en chinois. Et en élémentaire, on a 32 heures. Alors en élémentaire, on introduit un petit peu d'anglais, il y a 3 heures d'anglais, mais il y a 14 heures en français et 14 heures en chinois. Et je précise, c'est bien 14 heures en chinois et pas 14 heures de chinois, puisque c'est la spécificité de l'école. On fait toutes les matières en français et toutes les matières en chinois, du sport à la botanique, en passant par les mathématiques, la géographie, etc. Et les Français viennent, est-ce qu'il y a des Français, le couple, pas de couple mixte, hein, qui viennent s'inscrire dans votre école? Oui, on a à peu près 20% de nos parents qui n'ont absolument aucun lien avec la Chine, familiaux avec la Chine, et qui viennent pour des motivations diverses, en général parce que ce sont soit des retours d'expatriation, soit des préparations d'expatriation, soit parce qu'ils considèrent que c'est important de préparer le futur de leurs enfants, et pour ça il faut comprendre, au-delà de parler parfaitement le chinois, il faut comprendre cette culture pour pouvoir... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous avez bâti cette école? Elle est assez récente, elle a combien d'années?
On a 2 sites, un à Saint-Cloud, un à Paris. Le site de Saint-Cloud a ouvert en septembre 2023, donc oui, on est encore une jeune pousse. Qu'est-ce qui vous a le plus... Est-ce que vous avez voulu calquer la pédagogie à la chinoise? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes... Je crois que la volonté de départ, c'était véritablement... Alors, volonté de long terme, parce que quand on crée une école, on pense toujours à 25 ou 30 ans, voire plus. L'idée, c'était de former des talents bilingues et biculturels. On a beaucoup parlé de langue, mais derrière la langue, il y a toujours cette dimension presque encore plus importante qu'est la culture. Et l'idée, c'était de pouvoir former des élèves qui soient aussi à l'aise dans un environnement français que dans un environnement chinois et qui puissent avoir une vraie fluidité entre les langues. Alors, est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut faire dans votre école et qu'on ne ferait pas dans une école française? Alors, on fait et on célèbre l'ensemble des fêtes françaises, on célèbre l'ensemble des fêtes chinoises. Tout comme en France, en Chine, il y a toujours une spécialité culinaire qui est associée avec une fête. Donc on mange, là c'est bientôt la fête de la Lune, on va manger des petits gâteaux de Lune, on mange des zongzi, donc ce sont des petits paquets de riz gluants à d'autres moments. Mais au-delà de ça, on apprend des comptines, on apprend des poèmes anciens, on apprend aussi quelque chose qui est assez spécifique et on va dire qui est le très bon côté de l'éducation chinoise. On apprend la maîtrise de soi et le respect des autres, la patience, la rigueur. Ce sont des choses qui ont beaucoup d'importance dans notre cursus. La calligraphie aussi? La calligraphie et l'écriture chinoise à partir d'un certain âge, bien sûr, mais même les petits commencent à s'exercer dans du sable avec le doigt et ça marche très bien, effectivement. Antoine Delettre, vous dirigez l'International School of Paris. Quel est le public de votre école et en quoi ça consiste? Alors, ce n'est pas lié à un pays en particulier, c'est la particularité de votre école. Exactement. Comment ça se passe? On a, d'abord, bonjour, merci de m'avoir invité. On a 3 publics en général, un peu pour simplifier. D'abord les diplomates, donc on est dans le 16e arrondissement, il y a beaucoup d'ambassades, les consulats, l'OCDE, l'UNESCO qui est de l'autre côté de la Seine. Donc c'est à peu près un tiers de nos familles, donc ils viennent du monde entier, ils ne parlent pas français souvent, ils sont là pour 3 ans, 4 ans, ils ne parlent parfois même pas anglais. Et donc ils ont des options qui sont assez limitées quand même en termes d'éducation, donc on offre évidemment une offre pour eux. Le second profil, c'est des cadres des grandes boîtes qui sont souvent basées à la Défense ou dans l'ouest parisien. Oui. Donc L'Oréal, LVMH, Danone, Total, Samsung, toutes les grosses boîtes dont les cadres, ils ont beaucoup de cadres expatriés qui viennent du Brésil, d'Arabie Saoudite, d'Inde, du Japon, etc., des États-Unis. Et donc un peu pareil, ils n'ont pas forcément accès à l'éducation dans les écoles publiques françaises parce qu'ils ne parlent pas français, ils ne parlent parfois même pas anglais. Et puis le troisième tiers, c'est là par contre des familles françaises ou franco quelque chose, qui ont parfois vécu à l'étranger aussi, qui ont fait l'expérience de ces écoles internationales qui proposent le International Baccalaureate, le bac international, et donc qui, de retour d'expatriation, souhaitent maintenir leur enfant dans un environnement qui leur est familier. Ou bien des familles qui simplement sont franco-françaises, qui n'ont pas vécu à l'étranger, mais qui regardent les universités britanniques, américaines, canadiennes, néerlandaises, et donc ils souhaitent que leur enfant soit vraiment parfaitement bilingue. Donc ils vont mettre leurs enfants dans une école comme la nôtre, où les cours sont tous en anglais. Ah oui, donc et vous les sentez déçus de l'éducation française ou ça arrive, mais c'est pas forcément la raison. C'est pas forcément ça peut être la raison. Ça parfois arrive. Hein, donc c'est vrai qu'on a un accompagnement qui est très très personnalisé. Avec des programmes de cours qui sont vraiment presque à la carte en fait, ce qui n'est pas toujours le cas dans les écoles publiques françaises. Ouais. Bon, on a aussi des classes avec 17-18 élèves, voire même moins dans les cours de langue où parfois c'est des cours personnalisés. Donc évidemment, ce n'est pas des offres qu'on a dans les écoles publiques toujours. Donc ça peut être... mais là, il y a des raisons différentes. Hein. Je pense que chaque famille a des raisons, un profil un peu différent. Mais le point commun de ces familles, c'est qu'il y a un effet de proximité. On est dans le 16e, donc souvent c'est les consulats, diplomates, ambassades, le quartier de la Défense, etc. C'est pas loin de chez eux. Oui. Il y a cette continuité pédagogique du bac international qui est donc qu'est-ce que c'est que le bac international? Alors c'est un programme qui a été créé dans les années 60 et qui s'adresse à une population très mobile. C'était en fait, si on prend un peu le meilleur du bac français... Ce qu'on appelle l'IB, voilà, ce qu'on appelle l'IB, effectivement, le International Baccalaureate. C'est un peu le meilleur du système allemand, britannique et français, et qui en fait a été créé dans les années 60. Et pour ces écoles qui sont dans le monde entier, et qui a connu un succès fulgurant. Très apprécié des expats français. Hein, Les expats français et expats en général. Donc dans toutes les écoles, dans tous les pays du monde, toutes les grandes capitales du monde, il y a toujours un lycée français, et il y a aussi une école IB.
Ouais. Et donc, les parents ont le choix. Alors, les familles françaises dans le reste du monde, souvent, vont prendre le lycée français. Mais les familles qui ne sont pas toujours, francophones... Je connais des gens à Shanghai qui ont préféré finalement l'école IB. C'est une philosophie différente de l'enseignement qui est vraiment centrée sur l'investigation, la recherche, le questionnement, la réflexion. Ça, c'est un élément très important du IB. Et puis la mise en pratique. Et donc, c'est un programme qui est axé sur les compétences et moins sur la mémorisation des contenus. Et donc, c'est reconnu à l'étranger, c'est reconnu à l'université britannique. Aujourd'hui, c'est un programme qui est reconnu par toutes les grandes universités dans le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, aux Pays-Bas. Mais on peut faire ses études en France également ou pas ? Et voilà, on peut également. C'est pour ça qu'on a beaucoup de Français d'ailleurs qui vont aller dans notre école, parce que ça offre un enseignement de grande qualité qui permet évidemment l'accès aussi à Sciences Po. On peut s'inscrire sur Parcoursup, on peut s'inscrire à Sciences Po, etc. Paul-Henri, au milieu de très nombreuses pédagogies étrangères, il y a une tradition qui a retenu votre attention. Elle nous vient du Japon. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, en fait, elle consiste à faire participer les élèves aux tâches ménagères. Alors, en fait, au Japon, je me suis rendu compte de ça, c'est une véritable institution. Chaque jour, les élèves vont participer au nettoyage de la classe, des couloirs, de la cour de récré. Et voilà, ça fait partie intégrante de la vie scolaire. Donc, ils travaillent en petits groupes et ils vont passer le balai, sortir les poubelles, nettoyer les vitres. C'est une pratique qui s'appelle le suji et qui existe là-bas depuis des décennies. Et ça fait même partie intégrante des programmes scolaires. Alors, quels sont les objectifs éducatifs qui sont mis en avant par les enseignants pour justifier ces tâches ? Au Japon, en fait, ces tâches-là ne sont pas du tout vues comme des corvées, mais elles sont plutôt utilisées comme outils pédagogiques. Donc ça permet de développer un sens de la discipline, une autonomie et un esprit d'équipe au sein des promotions d'élèves japonais. Ça leur permet aussi de respecter leur environnement et de se sentir utile. Pour les enseignants, c'est aussi un moyen d'éduquer à la citoyenneté en montrant que la propreté et le soin des lieux publics, en fait, ça concerne tout le monde. Et ces activités permettraient même d'améliorer les résultats scolaires. Oui, alors ça, c'est les résultats d'une étude australienne qui a été publiée en 2022 et qui explique que faire participer des enfants à la cuisine ou aux tâches ménagères, ça leur permet en effet d'avoir de meilleurs résultats scolaires. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, ces tâches-là vont permettre de stimuler ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Donc il s'agit de la mémoire de travail, de l'organisation ou de capacité de concentration. En d'autres termes, exécuter une recette ou nettoyer une pièce, ça permet aussi d'avoir des compétences, de développer des compétences utiles pour apprendre ces leçons. Est-ce que ça existe dans les écoles françaises ? Est-ce qu'on demande aux enfants comme ça de participer à aider à la cantine, à nettoyer la classe ? Pas beaucoup, ça ne fait pas vraiment partie de la tradition française, là où au Japon, comme je vous le disais, c'est vraiment très ancré dans le système scolaire, ou en tout cas, ce n'est pas présent dans le système public, mais il y a certaines écoles, et notamment des écoles hors contrat, qui ont décidé d'adopter cette pédagogie. C'est notamment le cas des écoles Montessori qui l'appliquent pour une bonne partie d'entre elles, et dans lesquelles ça pose... pas du tout. Là, on voit à l'écran un reportage qu'on avait fait dans une école japonaise, à l'école japonaise de Paris, à Montigny-le-Bretonneux, où là, les élèves apprennent non seulement à faire le ménage, mais aussi à cuisiner. Donc voilà, des compétences, c'est vrai qu'on n'apprend pas tellement en France. Dans vos écoles, alors en Suède, Maria, est-ce qu'on apprend aussi à faire le ménage et à cuisiner, ce genre de choses ? Effectivement, il y a une classe obligatoire qui fait partie de l'école élémentaire où on apprend à cuisiner, à gérer un budget ménagère, etc. Ça en fait partie. Ah, ce serait bien de faire ça en France. Et à l'école chinoise, est-ce que vous demandez aussi aux enfants d'apprendre à cuisiner, à faire le ménage, à nettoyer ? Les enfants sont responsables dans une certaine mesure pour les tout petits, effectivement, de la classe. Donc, ils nettoient les vitres, ils nettoient les tables, ils nettoient le sol et ils prennent soin des plantes également. Donc, il y a vous parliez de la méthode Montessori, il y a un des ateliers, effectivement, qui revient à prendre soin des plantes. Et donc, on a des enfants qui s'occupent de ça tous les jours. Et effectivement, ça fait partie du cursus. Ça permet, vous parliez des fonctions exécutives, ça permet de se retrouver parfois face à des obstacles concrets et puis de développer la persévérance et la créativité pour trouver une solution à ces obstacles. C'est vrai que en France, c'est pas tellement, finalement, on ne demande pas tellement aux élèves
de nettoyer la classe. Alors, sauf que moi, je suis dans une école privée, on nous demandait de nettoyer la classe parce qu'on manquait un peu de personnel et d'argent. Mais sinon, c'est pas vraiment, ça ne fait pas partie de la pédagogie. Moi, ce que je faisais à l'armée, ça s'appelait les TGI, à l'armée, les travaux d'intérêt général, les TIG. Donc, on n'a pas de SOGI à nous, à l'ISP. Oui, mais c'est vécu. Vous parlez de travaux d'intérêt général comme si c'était une punition, voilà, alors que là, en Japon, c'est pas vécu comme une punition, ça fait partie de l'éducation. Exactement. Donc, nous, je pense qu'il y a beaucoup de mérite à tout ça, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas l'approche qu'on a, en tout cas à l'ISP. Nous, à la place, donc ça a des phénomènes similaires, on va développer donc, de tout ce qui est l'approche de recherche des élèves. Ils vont être dans beaucoup de clubs, tout ce qui est le leadership des enfants. Donc, il revient en fait un peu aux mêmes fonctions qui vont nous permettre de développer d'autres compétences, d'apprendre à réfléchir sur eux-mêmes, d'apprendre à être indépendant, d'apprendre à de la résilience. Donc, toutes ces compétences qui sont finalement les mêmes. C'est pour ça que beaucoup de familles choisissent des écoles comme la nôtre. Le travail en équipe aussi. Voilà, le travail d'équipe, travailler avec des enfants qui ne sont pas forcément vos meilleurs amis, sur des projets communs. Ça, c'est un élément qui sont très forts et très importants dans le programme comme les nôtres. Et donc, je pense que ça prend d'autres formes. Voilà, ce n'est pas forcément des travaux d'intérêt général, mais ça veut dire que c'est quand même des éléments où des tâches, on va apprendre à collaborer ensemble, au-delà de travailler entre amis et du cours. Voilà. David Pechou, est-ce qu'il y a des choses, on voit beaucoup de vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les écoles chinoises, les écoles japonaises, les écoles coréennes, puis en général les Français sont fascinés par l'Asie. Est-ce qu'on voit beaucoup d'enfants qui font du sport le matin avant de commencer l'école? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui viennent de Chine et que vous appliquez dans votre école? Alors, c'est pas aussi caricatural. Chez nous, on se met pas en rang avec le même uniforme tôt le matin, quel que soit le temps. On fait la gym en musique. Pour faire de la gym. On fait de la gymnastique, on fait des activités de motricité, etc. Mais on les fait de manière beaucoup plus, on va dire, autonome et à l'écoute de l'enfant. Il n'y a pas de régiment de sport le matin, comme effectivement on peut le voir sur certaines images. Non. Ouais. Et est-ce que vous prévoyez des voyages en Chine pour ces enfants? Alors, c'est prévu. Des échanges culturels, en fait, avec ce pays? À terme, aujourd'hui, on a ouvert, nous, une maternelle et un deuxième cycle, donc 6-9 ans, pour l'élémentaire. Il y a combien d'élèves dans votre école, déjà? On a 25 élèves, on est une toute petite élève. C'est encore assez modeste, mais ça grandit rapidement. C'est des élèves qui sont encore un petit peu jeunes pour aller en Chine avec leurs enseignants en groupe. Ils y vont régulièrement avec leurs parents quand les familles sont d'origine chinoise. Mais c'est tout à fait prévu dans le cursus qui ira jusque, on va dire, le cycle 3, c'est-à-dire le CM2. Est-ce que, Antoine Delettre, est-ce qu'il y a une forte envie des étudiants, y compris français, parce qu'on s'adresse dans cette émission à un public français, de poursuivre leurs études à l'étranger? C'est la plupart de nos enfants. Hein, il y a un véritable engouement. Hein. Ah, donc nos élèves, quand ils finissent l'école en terminale, la plupart d'entre eux vont étudier à l'étranger. Donc, dans quel pays en particulier? Beaucoup, un tiers à peu près, grosso modo, en Angleterre. Un certain nombre aussi aux États-Unis et au Canada, mais bon, les prix, évidemment, aux États-Unis en particulier, qui sont exorbitants. Aux États-Unis, il faut compter de l'ordre de 80 000 $ par an. Hein. Oui, voire plus. Voire plus, comptant les faux frais. C'est très cher, voilà. Donc c'est vrai que ça limite un peu. Puis bon, toutes les questions de visa qui sont d'actualité, là, qui sont un petit peu compliquées pour les États-Unis. Mais davantage au Canada, peut-être? Alors, il y a beaucoup au Canada, notamment au Québec, à McGill, par exemple, à Montréal en particulier, qui est une école très réputée. Et puis, il y a beaucoup de programmes aussi aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont fait un effort vraiment de recrutement très très fort en avec des prix intéressants. Des prix intéressants, des programmes en anglais. Puis il y a aussi d'autres programmes. Il y a aussi des élèves qui vont étudier dans leur pays d'origine, donc au Japon, en Corée, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Et puis d'autres, comme je l'ai dit, qui sont français, qui vont vouloir étudier simplement en France. Donc ils veulent simplement être bilingues, avoir une expérience à IB, mais ils veulent quand même aller à Sciences Po, à HEC, etc. Et puis c'est un sacré avantage pour intégrer Sciences Po. Qui demande, encore une fois, ou un bachelor d'école de commerce. Voilà. Il y a toutes les écoles de commerce, on en sait quelque chose au Figaro étudiant. C'est très varié. C'est très varié. Finalement, il n'y a pas vraiment de public dominant en termes de... Ils vont tous dans tel pays ou de tel type d'école. Et les programmes d'études qui vont suivre aussi sont très variés également. Ça va de l'art, le design, tout ce qui est les STEM, etc. Donc c'est très, très varié aussi.
Et le niveau est plus élevé que dans une école française ou alors ça dépend relatif. Des élèves. Il y a évidemment beaucoup d'écoles françaises différentes, mais enfin, globalement, on a des résultats qui sont excellents. Bon, évidemment, on a des classes, un accompagnement qui est très personnalisé, donc on a de très bons résultats. Et je veux dire, la différence, disons que c'est un peu attendu dans ce genre d'école. Donc les familles, souvent ce qu'elles recherchent, c'est en plus de ça, avoir aussi un accompagnement qui est à la carte, où tout l'aspect socio-émotionnel va être aussi pris en considération. C'est des parents exigeants, voilà, quoi. C'est des parents exigeants. Effectivement, ils sont en droit d'être exigeants. Hein. Ils payent, ils veulent en avoir pour leur argent. Voilà, seulement, je pense qu'ils veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. C'est pas une question d'argent, ils veulent seulement ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Et puis, dans un environnement dans lequel ils n'ont pas forcément beaucoup d'options. Parce qu'encore une fois, quand on est un diplomate kényan, bolivien, ou qu'on est un cadre d'une boîte expatriée d'origine brésilienne ou du Mozambique, bon, les lycées des écoles françaises, c'est limité les offres. Donc il y a peu d'écoles en fait qui vont permettre. Il y a quand même eu pourtant de gros efforts de la France, de la région Île-de-France, il faut quand même l'accorder, pour construire de nouveaux lycées internationaux justement pour répondre à cette demande. Ouais. Il y a un lycée qui s'est construit pas très loin de chez moi, le lycée international de Vincennes, qui a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps. Il répond à une demande. Donc il y a une forte, parce qu'il y a une forte demande en région parisienne. Mais pourtant ça ne correspond pas. Disons que là, c'est pour ça que je dis, il y a le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Il y a des options qui existent. Il y a pas mal de lycées de l'Ouest parisien qui proposent des sections internationales. Hein, je pense. Disons que pour les familles qui veulent vraiment une école qui est, bon, ils peuvent aller à pied de chez eux sans avoir une heure de transport. Bon, ça réduit les options. Et puis parfois, c'est l'entreprise qui paye les frais de scolarité aussi. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de coût. Bon, c'est une notion qui est forcément un peu relative parce qu'il y a le tiers de nos familles qui sont des diplomates. Bon, souvent, le pays prend tout ou partie des frais d'inscription en charge. Pareil pour les expatriés. Donc là, il y a des packages différents selon la compagnie où ils travaillent, la boîte où ils travaillent. Mais enfin, en gros, la boîte va financer tout ou partie des frais d'inscription. Ça fait partie du salaire. Voilà, donc en fait, les 2 tiers de nos familles ne payent pas les frais d'inscription tels qu'ils sont. Donc encore une fois, c'est des familles qui sont exigeantes, mais ils sont en droit d'être exigeants. Ils veulent le meilleur, comme dans toutes les familles, en fait. Hein. Oui, puis comme ils voyagent beaucoup. Maria Nilsson, le pourcentage d'enfants suédois, il est de combien dans votre école ? Je pense qu'on est pas loin de 80-90%. On a souvent quelques élèves danois, norvégiens ou même finlandais, parce qu'il n'y a pas d'école. Oui, voilà, des cultures proches. Et donc quelques Français, notamment dans la maternelle. L'aventure. Ouais. Et les professeurs sont tous suédois ? Les professeurs sont surtout suédois. Avec donc une éducation suédoise par rapport à ce système scolaire suédoise. Et quelques Français, notamment dans les classes arts et plastiques, également la gymnastique. Voilà, ça permet d'avoir la langue française qui rentre d'une façon normale, naturelle. Voilà. Merci à tous. Merci, je rappelle, David Pechou de l'école Souline. Souline, voilà, désolé, pour l'école chinoise, Antoine Delettre pour l'ISP, l'International School of Paris, et Maria Nilsson pour l'école suédoise, et Paul-Henri Wallet du Figaro étudiant, dont vous retrouverez les écrits sur notre site, bien sûr. Et à tous, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'école sur le Figaro TV. À bientôt.